mes camarades de classe, je leur disais que je venais d'Afrique, etc., du Bénin. Ils connaissaient pas du tout, évidemment. Et surtout, ils avaient tous les stéréotypes en tête. Donc, est-ce que tu vivais dans une maison en paille? Oui, je cherche des joueuses noires qui pourraient me témoigner de leur expérience dans le jeu vidéo. Figure-toi que je ne trouve personne en France, mais j'arrive à trouver 4 femmes noires à Madagascar, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Canada. Donc ces 4 femmes, elles me partagent leur expérience et j'en fais un article sur mon blog. Bonjour Jennifer, Hello Jade. bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Je suis ravie de te recevoir sur le podcast et des Merci. sujets qu'on va pouvoir aborder parce que ce qui est marrant, c'est que moi, je suis pas du tout jeu vidéo. Enfin, je joue un peu à Mario Kart avec mes enfants, donc je pense que je dois être niveau 1 du jeu vidéo. Et du coup, moi, ça m'intéresse toujours de plonger dans des univers que je connais pas. Et en même temps, ta mission me parle énormément sur l'inclusion et la diversité. Donc, je suis très impatiente de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, bah du coup je m'appelle Jennifer. Sur internet on m'appelle Jane parce que mon pseudo de gameuse c'est Invincible Jane. Faut pas me Ok. demander pourquoi, c'est venu un jour et puis c'est jamais parti. Donc j'aime bien faire croire aux gens que je suis invincible et que je peux tout encaisser. En termes de parcours, donc je suis née au Togo, j'ai grandi au Bénin et après je suis arrivée en France. J'ai découvert les jeux vidéo justement en étant au Bénin et c'est quelque chose qui a beaucoup guidé mes choix de vie, en tout cas qui a beaucoup influencé ma vie jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine du jeu vidéo. Je suis chroniqueuse jeux vidéo, donc j'ai la chance de parler à la radio de jeux vidéo toutes les semaines. J'ai aussi monté une association, Afrogameuse, qui œuvre pour avoir plus de mixité, plus de diversité dans le milieu du jeu vidéo. Et enfin, je suis consultante, donc auprès des studios de jeux vidéo, ceux qui font les jeux, pour que justement ils intègrent ces notions d'éthique, de représentativité, d'inclusion lorsqu'ils font des jeux aussi, donc agir directement dans les jeux également. Et puis pour le fun, j'aime bien faire un peu de contenu sur Internet, que ce soit des émissions, que ce soit des vidéos en fait que je produis de moi-même. J'aime bien montrer en fait sur mes réseaux sociaux que on peut vivre du gaming finalement et que quelqu'un qui me ressemble peut vraiment évoluer dans ce domaine-là sans même vraiment nécessairement faire directement des jeux vidéo. Voilà. Ok, trop bien. Il y a une première chose qui m'a interpellée dans ta présentation et qui je trouve est intéressant, c'est quelque chose qu'il faut souligner et qui va peut-être nous emmener vers des discussions un peu plus deep sur ça, c'est que t'as pas du coup une vision d'une personne racisée née en France. Toi, t'es née du coup au Bénin, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça? Je suis née au Togo Au et je suis Togo? allée directement au Bénin avec ma famille. D'accord, ok. Du coup, j'ai vraiment passé mon enfance au Bénin et je suis arrivée en France au moment du collège, quoi. C'est à peu près Du coup, avec tu 11 es... ans. D'accord, donc du coup, tu as grandi au milieu de personnes qui te ressemblent. Et je pense que ça a un Absolument. impact sur ta vision après quand t'es arrivée en France. Comment justement, ton arrivée en France, comment t'as découvert un peu ce racisme, hein, Mm. le fait que du coup tu sois maintenant en minorité, même si tu étais petite, je pense que ça a peut-être eu un impact pour toi assez Ça a important. joué malgré tout, ouais. Comment est-ce que je l'ai vécu? Moi, je sais que, en fait, le fait d'arriver au collège, c'est un moment qui est très particulier, qui est très difficile parce que moi, j'estime, et c'est un peu le constat que je fais autour de moi généralement, j'estime que le collège, c'est certainement le moment le plus difficile pour les jeunes. C'est encore plus dur que le lycée, par exemple. La primaire, c'est assez joyeux encore. Mais le collège, c'est un moment assez particulier. Je me rappelle que quand je suis arrivée, mes camarades de classe, je leur disais que je venais d'Afrique, etc., du Bénin. Ils connaissaient pas du tout, évidemment. Et surtout, ils avaient tous les stéréotypes en tête. Donc, est-ce que tu vivais dans une maison en paille? Comment est-ce que vous faisiez pour boire de l'eau? Est-ce que vous avez l'électricité à la maison?
Et je me retrouvais assez, j'étais vraiment très très surprise moi qu'ils aient cette image-là de l'Afrique. Et pour eux c'était l'Afrique d'ailleurs, c'était pas un pays en Mmh. particulier, je venais juste d'Afrique. Et je me retrouvais à devoir les corriger comme ça en leur disant bah non pas du tout. Et puis surtout s'ils savaient mon niveau de vie moi au Bénin, en fait il a vraiment régressé lorsque je suis venue en France. C'est-à-dire que j'étais très bien traitée, j'allais en école privée, je vivais dans une très grande maison, enfin on était très bien avec ma famille. La raison pour laquelle on est venu, c'était pour que on puisse faire nos études ici parce que ma mère estimait que bah voilà, les études, les diplômes qu'on obtient au pays bah, sont pas valorisés. Et ma mère a toujours été très très portée sur les études, comme beaucoup de parents africains. Et c'est vraiment la raison pour laquelle elle nous a tous fait déménager au Bénin. Donc ouais, ça a été les premiers moments, les premières expériences de racisme que j'aimerais plus attribuer à de l'ignorance, tu vois, parce que ça Mmh. vient de la part des enfants du collège à l'époque. Donc quand je me suis retrouvée en minorité, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a frappée tout de suite, le fait que bah, j'étais l'une des rares filles noires. Et encore, moi je suis arrivée en Île-de-France, donc ça reste quand Mmh. même assez mixte malgré tout. J'étais dans un collège public, tu vois. Mmh. Donc je me suis pas retrouvée vraiment en minorité à ce moment-là, mais par contre, c'est lorsque j'ai repris les jeux vidéo ici, vraiment cette fois en étant adolescente, euh, et aussi que je regardais bah, beaucoup de médias. Il faut savoir que déjà au Bénin, moi je consommais beaucoup de pop culture, la chaîne manga, c'était toute ma vie. Et ma mère, bah, voilà, elle se battait en fait pour que j'arrête de regarder à un moment donné. Donc j'étais beaucoup dans la culture japonaise, etc. Ça m'a jamais dérangé de pas forcément me voir à l'écran, mais je le remarquais quand même. Je remarquais une absence et je me disais, ok, bah c'est comme ça. Mais c'est dans les jeux vidéo, par contre, que je dirais que j'ai vécu le racisme un peu de plein fouet, parce que quand tu es derrière un écran, tu n'as plus cette barrière-là, tu n'as plus le... euh, comment dire, tu te sens un peu pousser des ailes pour dire ce que tu Ouais, veux. il y a pas de Et c'est retenue, vraiment à quoi. travers les jeux vidéo, voilà. C'est vraiment via ça, dans les jeux multijoueurs en ligne, où tu sais pas avec qui tu joues, tu sais pas qui est derrière, alors qu'on est censé être dans un espace de divertissement. C'est plus là que j'ai reçu mes premiers commentaires racistes et sexistes, parce que bah, j'étais une fille qui joue aux jeux vidéo. Donc moi, à l'époque, j'utilisais peut-être des pseudos à consonance féminine, tu vois, genre XX Black Queen, Mmh. pourquoi pas. Et étonnamment, rien que ça, c'était déjà un motif en fait pour certaines personnes pour commencer à insulter, balancer des Mmh. insultes, etc. Déjà en tant que femme, on te sous-estime constamment. Donc il n'est pas rare d'entendre va me faire un sandwich, retourne à la cuisine, on va perdre parce qu'il y a une fille dans l'équipe, etc., etc. Et puis lorsque tu as la chance parfois de jouer à un personnage noir, ou parce que tu t'appelles Black Queen, on va aussi se dire ah bah c'est forcément certainement une personne noire, et t'insulter du N-word, de plein d'autres choses à cause de ça. Et ce qui était très choquant pour moi, c'est que j'étais justement censée être dans un espace divertissant, amusant, Mmh. pour justement un peu me couper de la réalité et faire d'autres choses, des choses qui me plaisent. Et au contraire, bah, cette réalité-là, elle me rattrapait à travers le jeu vidéo. Et adolescente, c'était compliqué pour moi parce que je passais déjà pas mal de temps sur les jeux. Ma mère, mon frère, ils en avaient marre, quoi. Ils essayaient vraiment de réguler la manière dont je jouais. Et c'est vrai que j'y passais beaucoup de temps. Donc en fait, c'est pas à eux que j'allais dire, bah regardez, on m'a dit ça dans les jeux vidéo en ligne. Parce qu'ils m'auraient dit tout de suite, tu arrêtes absolument tout. Donc je n'ai rien dit. J'ai juste gardé pour moi, pour l'adolescente que j'étais à l'époque. Et c'est vraiment plus tard que ce sujet est revenu sur la table. D'accord, OK. OK, OK. Les jeux vidéo, tu disais que tu commençais, déjà à y jouer, au Bénin? Donc tu as Ouais. commencé très jeune? J'ai commencé, ouais, peut-être vers 7-8 ans, je pense, Ouais. en rentrant de l'école primaire au Bénin, avec mes camarades de classe, on est tombé sur un cybercafé. Et donc, voilà, ce lieu assez vide, mais avec plein d'ordinateurs, personne dedans. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Moi, j'avais déjà un ordinateur familial à la maison. Mmh. Donc, j'avais déjà pu tester tout plein de jeux qui sont sur l'ordi, les Spider solitaires, les Mmh. Pinball, des mineurs, etc. Ça parlera peut-être à certains.
Et je me dis: «Trop bien, allons voir ce que c'est». Donc j'embarque mes camarades et puis le propriétaire, monsieur Jemis, je m'en rappellerai toute ma vie, il nous a laissés, rentrer tranquillement et de toute façon il y avait personne, allez-y, regardez ce qu'il y a sur les ordinateurs. Et c'est sur cet ordi que j'ai découvert un jeu, qui s'appelle Prince of Persia, qui Mmh. aujourd'hui, est connu dans le monde entier, tu vois? Mais, c'était la toute première édition de ce jeu-là et moi qui avais surtout joué à des jeux avec, des objets sans humain, en fait, là, je me rends compte que, bah, les jeux peuvent raconter des histoires, qu'on peut jouer des humains, incarner des humains. Il y avait un objectif d'aller sauver une princesse, de dépasser des obstacles, de ne pas mourir et cetera et ça m'a, beaucoup marquée parce que je me suis vraiment, heurtée au fait que, waouh, donc on peut vraiment mettre des humains dans les jeux. Voilà, ça a éveillé quelque chose en moi dès le départ. J'ai commencé à me poser cette question de, bah, elle est où la fameuse princesse que je dois sauver et pourquoi est-ce qu'elle se sauve pas elle-même, en fait? Pourquoi c'est à moi de Mmh. mourir 15 000 fois pour aller la trouver? Déjà des réflexions comme ça, naissantes à l'époque, qui m'ont suivie, par la suite. OK. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui jouent aux jeux vidéo et cetera, mais c'est pas forcément ça se transforme pas forcément en passion. À quel moment, toi, t'as senti que c'était bien plus qu'un loisir pour toi? Je pense que le moment où c'est devenu bien plus qu'un loisir, c'est vraiment à l'âge adulte. Donc c'est venu très, très tard, mais je l'ai toujours considéré comme, un loisir qui est devenu une passion parce que je voulais le partager avec d'autres gens et que je sentais que c'était un média qui était incompris. Donc je me suis un peu investie d'une responsabilité d'expliquer aux gens réellement ce que c'est et ce que moi ça m'apportait. En l'occurrence, j'étais, une jeune femme, une jeune adolescente en tout cas, très enjouée, sociable et cetera. J'ai toujours été bonne élève. Donc je me suis toujours dit qu'à partir du moment où je fais ce qu'on me demande de faire, notamment à l'école et tout, il y a pas de raison qu'on m'empêche de jouer aux jeux vidéo. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai même ramené, dans mes études supérieures. Moi, j'étais à la fac, donc j'ai fait des études, de LEA, de langues étrangères appliquées. J'ai toujours été, passionnée par les langues, donc j'ai fait, anglais, espagnol, mandarin. Ensuite, j'ai eu une période où j'ai vécu en Chine, j'ai vécu à Taïwan, j'ai vécu en Espagne, dans le cadre de mes études aussi. Et à chaque fois, j'ai toujours trouvé l'occasion de faire une présentation qui allait parler de jeux vidéo. Vous connaissez pas tel ou tel jeu, bah voilà ce que ce jeu-là peut apporter pour les jeunes. Voilà ce que le marketing du jeu vidéo fait. Enfin, en fait, j'essayais toujours d'apporter une perspective jeu vidéo, histoire de mieux faire comprendre, et mieux faire connaître ce médium-là, parce que dans nos sociétés, c'était encore vu comme quelque chose qui abrutit les gens, quelque chose qui est une perte de temps, quelque chose qui est mal vu, quelque chose qui n'est pas forcément pour les filles. Et je sentais déjà aussi que le fait d'être une fille qui joue, et encore plus d'être une femme noire, c'était différent en fait. Parce que lorsque les gens pensent aux gamers, ils pensent au mec blanc, à l'adolescent blanc boutonneux qui est dans sa chambre et qui bouge pas, qui est tout pâle, tu vois, et associable, etc. Moi, j'étais absolument tout l'inverse. Donc, c'était toujours surprenant lorsque je disais aux gens que je jouais aux jeux vidéo. Voilà, ils étaient toujours très très surpris. Ah ouais, vraiment, parce qu'ils s'attendent pas à ce que le gamer puisse aussi ressembler à quelqu'un comme moi. Et lorsque tu es une fille aussi qui se confronte à d'autres gamers, tout de suite, ils se sentent investis d'une responsabilité de t'interroger. Est-ce que tu es une vraie gameuse? Est-ce que tu Mmh. fais juste du Candy Crush, là, dans ton coin, Mmh. tu vois? Ou est-ce que, tu fais vraiment partie des nôtres? Parce qu'il y a un vrai sens communautaire aussi pour les gamers et ça, c'est le comportement misogyne, originel de la part des gamers qui sont très excluants, Mmh. qu'ils le veuillent ou non. Moi, je me suis vraiment imposée depuis ma jeunesse pour faire partie aussi de cette communauté. J'ai une anecdote que je trouve parlante, en tout cas, aussi de la manière dont on voit les gamers. Moi, les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo en ligne, m'ont beaucoup apporté socialement parlant. Enfin, j'ai développé mon anglais en jouant aux jeux vidéo, en parlant aux gens aussi en ligne, d'apprendre à mieux communiquer, à faire preuve de leadership, à faire preuve de stratégie. Toutes ces choses-là ont aussi été développées à travers les jeux.
Et il y a un jour où, avec, mes potes aussi, que je m'étais fait, en ligne, qui vivaient en France, on se disait, «Ah bah tiens, venez, on regarde la tête que, chacune d'entre nous a». Donc on se passe nos profils Facebook, voilà, tout le monde y passe, tu vois? «Oh toi, tu ressembles à ça, c'est marrant, trop bien». Et lorsque c'est mon tour, silence. Silence, et puis lorsque quelqu'un parle, c'est vraiment un: «Ah ouais, je m'imaginais pas du tout, que tu étais noire en fait». J'étais en mode: «Ah bon? Bah pourquoi?» «Bah je sais pas, tu pas la voix d'une noire quoi». Je lui disais: «Pardon? Mais c'est ça veut dire quoi avoir la voix d'une fille noire? C'est quoi, être noire en fait?» Pour eux. Mmh. Évidemment, il y a pas eu de réponse, à cette question, mais je me suis rendu compte que, ouais, pour eux, ils ne pouvaient vraiment pas l'imaginer tellement déjà ils sont centrés dans leur blanchité. Mmh. Ils ne peuvent pas s'imaginer que, plein de personnes de tous horizons différents, puissent jouer aux jeux vidéo. Le jeu vidéo appartient à tout le monde, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai été marquée de l'entre-soi blanc qui existe aussi dans le monde du gaming, et que plus tard j'ai eu envie, de faire un peu évoluer les choses, à ma propre échelle. Mmh. C'est vrai que je prenais pas conscience, enfin, justement, de cet anonymat qu'on a du coup sur les jeux vidéo et et que parfois ben du coup ça peut aussi permettre un peu de s'extraire de cette pression et de cette charge raciale, etc. Et en même temps, ça te confronte à un moment donné, soit comme tu le disais, par le pseudo ou par d'autres éléments qui peuvent indiquer de quelle nationalité tu es, de quelle origine tu es. Du coup, des réactions très violentes et sans filtre, comme tu le disais, parce que la personne est derrière son écran et du coup, c'est toujours plus facile d'être très méchant quand on est derrière son écran. Exactement. Mais imagine vivre ça en étant adolescente, n'avoir personne à qui en parler, à l'époque. Forcément, ça te marque. Je trouve que Mm. c'est très, très lié finalement aux décisions que j'ai prises par la suite de, monter une asso, créer une communauté, et cetera. C'est finalement, il y a un trauma en fait qui existe, lorsque ton médium préféré, ta passion devient, sujet en fait, à toute cette violence-là. Et le truc, c'est que c'est une violence qui est aujourd'hui, et depuis ce moment-là d'ailleurs, banalisée. C'est ça en fait qui m'a toujours choquée, c'est que c'est normal. C'est normal lorsque tu joues en ligne de voir des commentaires comme ça. Personne ne s'en offusque plus parce que bah, c'est comme ça, c'est tel ou Ouais. tel jeu, c'est la communauté, c'est banalisé. Et moi, ça m'a toujours profondément dérangée. Quand tu étais quand t'es arrivé en France, du coup, est-ce que il y a eu des endroits ou des plateformes où tu as rencontré d'autres gameuses afro avant la création de ta communauté, bien sûr? Tu te doutes bien que non. Absolument pas. Je n'ai jamais eu l'occasion, hein, de rencontrer, déjà juste d'autres filles qui jouent. Mm. C'était très, très rare. Des filles noires qui jouent, absolument pas. Je n'ai jamais eu cette opportunité. Déjà identifier d'autres filles aussi en ligne qui jouaient, c'est très, très compliqué parce que faut savoir que justement, faire preuve d'anonymat en ligne pour les filles, c'est aussi un moyen de se protéger. Mm. Donc moi j'étais parmi les rares, hein, à s'afficher comme ça, Black Queen, dire que j'étais une fille. Non, les filles ont tendance à mettre des pseudos, très neutres et compagnie pour que justement personne sait, on me juge pas sur mon genre, et cetera. Moi, j'estimais que j'avais rien à faire, de tout ça, et que je devais venir pour être, moi-même, et que j'avais pas en fait à me cacher en ligne. Ça a toujours été une évidence pour moi et j'ai jamais cherché, à me à me cacher. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité créer une communauté aussi plus tard, c'est parce que je me sentais extrêmement seule. Mm. Parce que, déjà, je voulais me rassurer parce que je ne savais pas si j'étais peut-être la seule à vivre les choses que je vivais en ligne. Je pensais que j'étais peut-être un cas isolé, tu vois? Que c'est pas Mm. tout le monde, qui vit ce genre d'expérience-là. C'est plus tard que, si tu veux, je vais raconter directement, cette expérience-là, de la création d'Afro-Gameuse. Mais Ouais. en gros, c'est vraiment, en 2019, où je suis licenciée de mon premier CDI. Donc à ce moment-là, j'avais déjà arrêté un peu les jeux vidéo. Je me disais: «OK, il va falloir être sérieuse maintenant dans la vie», tu vois?
J'avais eu mon premier CDI, j'ai licencié, pas exactement, mais en gros, j'ai obtenu une rupture conventionnelle, parce que j'avais été promue et on voulait me faire revenir à mon ancien boulot, même si je gardais un salaire très confortable, mais sans me donner d'explications, et cetera. Je me sentais très mal aussi sur mon ancien rôle et je n'ai pas voulu en fait rester. Donc finalement, ça s'est terminé sur une rupture. Je sortais à cette époque avec un Allemand que j'ai rencontré bien évidemment via les jeux vidéo. Mmh. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois, prendre ce moment-là, ce temps cette pause pour partir vivre en Allemagne, voir ce que ça va donner de relationner avec ce mec allemand. J'y suis allée, j'ai trouvé un taf, hop, Covid est arrivé, plus de boulot, je me retrouve à la maison en Allemagne, loin de mes proches, Mmh. sans parler la langue aussi locale, même si j'ai essayé d'apprendre sur place. Donc en fait, beaucoup de temps libre, je retourne dans mes jeux vidéo. C'est aussi ça. Et je réalise que entre mon adolescence, quand j'avais 13, 15 ans, et à cette époque, je devais déjà avoir 26 ans, ben rien n'avait changé en fait. J'avais toujours cette même toxicité existait toujours et ça m'a frappée, ça m'a choquée d'autant plus et je me suis dit mais là c'est pas possible. Il faut que j'en parle quelque part. J'avais à cette époque-là lancé aussi un blog où je racontais déjà un peu mes expériences de femme noire notamment. Forcément, Black Lives Matter, la mort de George Floyd aux États-Unis, c'est un moment qui m'a extrêmement touchée, extrêmement marquée, voire traumatisée. Euh, et euh, je me dis que voilà, en fait, j'ai envie d'en parler sur mon propre blog, mais je me sens pas légitime alors que je joue depuis des années. Hein. Je me sens pas légitime à parler de jeux vidéo sur ce blog-là. Donc je me dis, ok, je vais essayer de trouver d'autres personnes, peut-être d'autres femmes noires qui auraient des expériences similaires, en tout cas qui me raconteraient leur expérience du jeu vidéo. Et c'est comme ça que je me lance dans une espèce d'enquête, en fait. Donc je surfe sur les forums, sur les groupes Facebook où je poste des messages. Oui, je cherche des joueuses noires qui pourraient me témoigner de leur expérience dans le jeu vidéo. Dis-toi que je ne trouve personne en France, mais j'arrive à trouver Mmh. 4 femmes noires à Madagascar, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Canada. Donc ces OK. 4 femmes, elles me partagent leur expérience et j'en fais un article sur mon blog. Et comme voilà, moi j'ai fait des études un peu de marketing, tout ça, je sais gérer en fait tout ce qui est lié au web. Bah, je fais tout pour que mon article soit le plus visible possible parce que je me rends compte que ces femmes et moi, on a vécu exactement les mêmes choses. Là, en fait, je me sens confortée dans waouh, je ne suis pas complètement folle. Il y a d'autres personnes qui vivent ces choses-là. C'est pas normal qu'on n'en parle pas. Et cet article commence à faire un peu le tour de certains médias qui sont happés par la question, des associations qui commencent aussi à le relayer, qui me posent des questions. Et je me rends compte que, ok, ça éveille un intérêt, ça éveille le sujet, on commence à en Mmh. parler, donc c'est cool. Et dans la même foulée, je me dis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'on non seulement on en parle, mais aussi qu'on se retrouve, tu vois, avec ces jeunes femmes noires-là, à discuter ensemble, à jouer ensemble. Ça, c'était mon souhait le plus cher, c'était Mmh. avoir une communauté avec qui je pourrais jouer, vraiment. Et puis au-delà de la communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer aussi les choses un peu? Bah, on va commencer à déjà, rien que le fait d'exister, de s'appeler afro-gameuse, c'est déjà un acte militant en soi, en fait, Mmh. parce que ça questionne l'image du gamer lambda, ça montre que le jeu vidéo, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que, bah, cette image-là, elle se diffuse un peu? Bah, on va essayer de mettre en avant les créateurs et créatrices de contenu, gamers et gameuses, afro-descendants sur des plateformes comme Twitch, qui streament mais qui ne sont absolument pas visibles. C'est-à-dire que quand tu regardes dans le Twitch game, le top Twitch game, il est Mmh. quasiment 100% blanc avec peut-être 2 femmes aussi qui sont par là. Et nous, on voulait aussi montrer que le talent existe partout. Tu vois, donc mettre en avant les créateurs, créatrices de contenu, les aider à se lancer, aider aussi les gens à se lancer dans création même de jeux vidéo parce que les métiers du jeu vidéo sont encore très inconnus par beaucoup beaucoup de gens. Déjà au collège, au lycée, on n'a Ouais. aucune idée de ça. Donc l'idée c'est aussi d'aller voir les jeunes et de leur dire bah regardez cette personne travaille dans le jeu vidéo, si elle le fait vous aussi vous pouvez y arriver et puis surtout si elle vous ressemble c'est aussi un moyen d'envoyer un message clair de bah moi aussi je pourrais y aller
parce que telle personne qui me ressemble travaille dans le domaine, parler des métiers, etc. Donc, tout plein d'actions qu'on s'est dit qu'on allait mettre en place pour rendre le secteur plus inclusif. Et finalement, c'est Afrogameuse, l'idée c'était aussi de promouvoir l'égalité des chances. Moi, j'étais pas partie pour ça au début, tu vois. Je voulais vraiment créer un espace pour moi, pour ces jeunes femmes-là. Et au final, on s'est rendu qu'il existait de vraies disparités dans le secteur et que le manque d'inclusion, il était dû à tout plein de facteurs, quoi. C'est l'entre-soi dans le secteur du jeu vidéo, parce que quand tu es un studio qui fait des jeux, tu vas recruter des personnes qui se connaissent entre elles et qui viennent toutes des mêmes écoles qui coûtent 15-20 000 euros l'année, ce qui est très privilégié en fait. Nous, on va voir ces studios et on leur dit sinon, essayez aussi de recruter, pourquoi pas, dans les écoles publiques, dans les universités. Les talents, la créativité existent partout. Vous pouvez aussi venir chez Afrogameuse, voir les talents qui existent, ouvrir aussi vos chakras, tu vois, à toute ce pléthore de cette population de talents en fait qui existe et que vous n'allez pas du tout chercher. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Quand on vous dit ah vous manquez de diversité et que vous répondez oui mais ils postulent pas, ils candidatent pas chez nous, bah non en fait. Maintenant, vous avez aussi une plateforme avec tout un tas de gens qui ont envie de venir. C'est aussi à vous de vous ouvrir à eux. Parce que le manque de diversité dans les studios de développement de jeux ont un impact direct sur les jeux qui sont créés du coup. C'est ça? Complètement, c'est complètement ça. Aujourd'hui, on a des statistiques de l'industrie du jeu vidéo, c'est 49% des joueurs sont des joueuses. À partir du moment où on sait ça, déjà, on se rend compte que on est loin de se dire, on est loin du truc où tout le monde se dit ouais les jeux vidéo c'est pour les garçons, c'est un truc de mec. 49% des joueurs sont des joueuses. Maintenant, il y a évidemment une catégorisation aussi de qui joue à quoi. Mais c'est même pas la question de base. La question de base, c'est qui joue, tout simplement, et c'est aussi bien des femmes que des hommes. Donc ça, c'est déjà un truc qu'on essaie de faire accepter. Quel est l'âge moyen des joueurs aujourd'hui? C'est pas du tout des gens qui ont 17 ans, qui ont 15 ans ou 13 ans. 39 ans, c'est l'âge moyen du joueur aujourd'hui. 37 ans pour les femmes. Tu te rends compte que la population gamer est vieillissante. Pourquoi? Simplement parce que, avec l'âge, les joueurs et joueuses ont grandi en fait et ils ont plus d'argent aussi qu'avant. Donc maintenant, ils peuvent s'adonner simplement à leur passion. 22% de femmes travaillent dans le secteur. Et malheureusement, ça, depuis quelques années, c'est un chiffre qui descend, remonte. Donc en fait, tous les efforts qu'on met en place, que mettent en place les studios, bien sûr, mais les associations, etc., on voit pas en fait de montée fulgurante de l'inclusion des femmes dans le secteur. C'est extrêmement dommage parce que tu dis, c'est comme la tech en fait, il se passe la même chose où il se passe tellement de choses dans le secteur aussi que beaucoup de femmes fuient la toxicité, le harcèlement, le manque d'opportunités, le manque d'égalité des chances, le sexisme qui fait rage, les boys clubs. Tout ça, ça a un impact, tu vois, sur pourquoi est-ce que ça manque de femmes. Mais alors, la diversité des origines et compagnie, ça, c'est pas un chiffre qu'on mesure. Comme tu le sais, en France, on ne peut pas avoir ce genre de statistiques. Mais moi, j'ai travaillé en studio de jeux vidéo. Moi, j'ai rejoint Ubisoft. Moi, j'ai vu ce qui se passe dans les coulisses de la création. C'est pour ça aussi que j'ai voulu rejoindre le secteur pour vraiment voir comment est-ce qu'on fait des jeux concrètement. Et j'ai vu que les décisionnaires, c'est pas des femmes, c'est pas des personnes racisées, c'est pas des personnes LGBT ou en situation de handicap, c'est des hommes blancs hétéro-cis. Et qui consistent en la majorité des personnes qui font partie de ce secteur-là. Donc, ils n'ont pas à cœur l'intérêt des autres. C'est tout simplement ça. Et ça, tout ça, ça a un impact sur les jeux, tout simplement parce que les jeux aujourd'hui sont créés avec beaucoup de biais. Et les biais, c'est normal, tu vois. Mais c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des œuvres où des femmes noires notamment sont stéréotypées, hypersexualisées, exotisées, toujours ces mêmes tropes de soit c'est la angry black woman, soit en fait elle est là juste pour être le token, soit elle est là, c'est une femme noire donc forcément en fait c'est une espèce de tigresse qu'il faut habiller avec des motifs panthères, soit elle est là juste pour satisfaire le désir, le regard masculin occidental.
tous ces tropes-là existent encore aujourd'hui, alors que ça fait des années qu'on alerte l'industrie sur sa manière de créer des personnages féminins. Les jeux de combat, n'en parlons même pas, tous les Tekken, Street Fighter, etc., où les filles, elles font des bonnes Z, alors que c'est pas hyper pratique pour se battre, je crois. Elles portent des armures ultra fines, là où les hommes portent des armures assez imposantes, justement, Mm. où on a l'impression que ça va les protéger. Elles, il n'y a pas de protection, en fait. Tout ce qui importe, c'est de voir leur corps. C'est tout ça à la fois, et le fait d'avoir ces représentations stéréotypées, biaisées, oui, ça a aussi des conséquences parce que on a notamment beaucoup de jeunes qui se construisent à travers les jeux vidéo et qui vont quelque part aussi participer à normaliser, tu vois, cette vision-là des femmes, des personnages noirs, les hommes noirs dans les jeux, c'est les méchants, c'est les virils, trop virils, ils sont là pour être des criminels, et la preuve, c'est quand je demande à des gamers de me Mm. citer des personnages noirs iconiques, qui sont des personnages principaux dans leurs jeux, etc., bah, ils vont toujours me citer GTA. Ils vont toujours me citer des personnages de GTA. GTA qui est quand même si je ne critique pas le jeu en lui-même, tu vois, mais GTA, ça reste le jeu euh, euh, qui parle de criminalité, Mais oui. où tu incarnes des criminels. Mm. Donc si c'est ça l'exemple qui vient en tête aux gens lorsqu'il faut parler de trouver un personnage noir iconique, je pense qu'on peut faire mieux que de trouver des criminels, tu vois. Et C'est c'est pour clair. dire qu'on a besoin d'autres représentations, qu'on a besoin bah, d'avoir des images diverses, tu vois, aussi des personnages noirs qu'on crée. Moi, je sais que l'un des premiers personnages noirs que j'ai trouvé dans le jeu vidéo qui m'a marqué, c'est un personnage qui s'appelle Senna dans le jeu League of Legends auquel je joue depuis 2008. Mm. Il a fallu que j'attende 2018 ou 2019 pour que ce personnage-là y sorte. Alors que Mm. dans le jeu, on a des robots, on a des humanoïdes, on a des êtres humains, on a des monstres, on a des orques. Mais première héroïne noire, 10 ans. Je dis, Ouais. mais pourquoi en fait? Ouais, Qu'est-ce qui fait que j'ai c'est dû choquant. attendre aussi longtemps? C'est très grave. Et le truc, c'est que ça m'a jamais dérangé en soi de jouer à d'autres persos qui me ressemblent pas. C'est ça, le jeu vidéo, c'est la fantaisie, c'est on incarne qui on veut, on fait ce qu'on veut. Mais quand tu vois l'absence par contre est frappante. Alors que moi j'étais là, j'utilisais mon temps, mon énergie, mon argent dans ce jeu, mais Mm. ils étaient pas capables de faire un personnage qui me ressemble un tant soit peu. Et ce personnage de Senna, elle arrivait dark skin, un peu foncé, elle portait de longues tresses. Ça a été une révélation pour moi de me voir en fait à l'écran, à l'instar des petites filles qui voient la petite sirène avec Ellie Bailey pour la première fois. C'était la même chose, quoi. Et j'étais déjà assez grande, mais ça a été une révélation, et c'est là que j'ai compris aussi l'impact et le pouvoir des représentations à l'écran. Ouais, 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 carrément. Euh, c'est via justement la médiatisation de tes prises de parole, etc., que tu as attiré au fur et à mesure de plus en plus de gameuses noires dans ta communauté. C'est un peu comme ça que c'est arrivé. Ouais, oui, il y a deux choses à la fois, hein. C'est très vite, un peu malgré moi d'ailleurs, lorsque l'association s'est créée, euh, on a la chance, déjà je suis pas du tout toute seule derrière le travail de l'asso. On a Vanessa qui m'a rejoint immédiatement, qui a travaillé dans le monde des relations presse pendant 15 ans, donc qui a beaucoup d'expérience et qui nous Mm. a beaucoup aidé, tu vois, à avoir la visibilité qu'on a eue. Et ça m'a donné l'opportunité de beaucoup prendre la parole, effectivement, dans les médias. Donc c'était un peu en même temps malgré moi parce que j'étais pas forcément partie pour ça. Mm. Mais je voyais qu'il y avait de l'intérêt pour cette thématique-là. Et effectivement, c'est assez inédit, en fait. Dans le milieu du jeu vidéo, personne ne s'était un peu indigné du manque de représentation, ou ne l'avait porté, en tout cas, de cette manière dans les médias. Et oui, je pense que le fait d'en parler a fait aussi prendre conscience à beaucoup de joueuses noires de leur solitude, de leur invisibilisation, des opportunités qui existent dans le secteur. Et en termes d'opportunités, le gaming, c'est la première industrie du divertissement dans le monde aujourd'hui.
devant le cinéma et la musique. C'est bientôt 200 milliards de dollars en 2025 de chiffre d'affaires pour le Mmh. gaming. Donc en fait, il y a aussi un vrai sujet de place à prendre, d'argent à gagner, tu vois, d'opportunités à saisir. Et Mmh. c'est tout ça que moi j'essaye de faire comprendre aussi aux gens. S'il y a du gâteau, il y a une part de gâteau à prendre Mmh. pour tout le monde. C'est aussi Carrément. ça Mmh. le sujet. Moi, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que on ait des communautés qui prennent leur place, tu vois, dans le milieu, qui fassent leur propre jeu, parce qu'on en a cruellement besoin. Mais en même temps, c'est pas une chose facile, quoi. C'est très très dur de prendre sa place en faisant ses propres jeux. Donc moi, la direction que j'ai prise, c'est surtout celle, évidemment, de l'engagement, de la prise de parole, etc. Aujourd'hui, mon boulot, c'est vraiment de conseiller les studios D'accord. sur ces sujets, ces problématiques de présentation misogyne, raciste, d'appropriation culturelle dans les jeux, tout simplement parce qu'il manque de diversité. Donc, s'ils n'ont pas les personnes en interne pour faire, pour leur donner, leur lancer l'alerte, au moins, et aussi qu'ils payent, en fait, Mmh. pour avoir ce type de conseil-là, c'est très, très important parce que ça, c'est encore tout un autre sujet, mais l'opportunisme de certains studios, de certains développeurs qui viennent vers Afrogameuse en tant qu'association. Et Est-ce que vous pouvez nous faire vos retours collectifs sur notre jeu? Ce serait trop bien, comme ça, un peu d'agir en tant que consultant collectif, tu vois. Oui, mais non. On va pas faire ça de cette manière, déjà parce qu'on n'a pas les ressources en fait en interne pour mobiliser les gens, faire du consulting. Par contre, moi, c'est un sujet que j'étudie depuis plusieurs années et c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'en faire mon activité et je me rends compte de plus en plus que si je veux pouvoir aider activement et aussi éveiller les consciences également, la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir ce travail-là de consultante, moi-même de prendre ma place. ouais. Ça en dit long aussi et ça me permet d'aider aussi d'autres personnes derrière. Et ça participe à la représentation, aussi que tu mets en avant et le fait, que toi-même tu sois dans le secteur, et en plus, bah, sur tes thématiques, c'est vrai que c'est très puissant et ce dont tu parles, c'est, un espèce de washing quoi. Ils veulent juste, avoir, les clients noirs sans C'est vraiment, ça. avoir une réflexion profonde sur l'inclusion, la diversité, au sein de leur studio quoi. Oui, c'est ça. Et même si c'est pas forcément le cas, il y a quelque chose derrière le fait de vouloir le faire avec une association. Parce qu'ils savent très bien que s'ils le font avec une association à but non lucratif, ça va leur coûter bien moins cher que de le faire avec des personnes dont c'est le job, dont c'est le métier. Donc, tous les jours de ma vie, je les passe à convaincre les gens de travailler ensemble, de réaliser à quel point c'est un sujet important. Parce que Mmh. pour eux, ils se rendent pas compte aussi des enjeux business derrière. Les jeux vidéo aujourd'hui font polémique tous les 4 matins Mmh. parce qu'il y a des représentations qui font débat en ligne, tu vois. Il y a pas longtemps, c'était Assassin's Creed Shadows, je sais pas si tu en as entendu parler, Mmh. avec un samouraï noir qui est sorti. Et puis, oh là là, polémique, comment ça, un samouraï noir? Ça cristallise énormément de mots de notre société. Et Mmh. si on doit rentrer, ça c'est encore un tout autre sujet, le côté politique des jeux vidéo, les messages qui sont envoyés à travers les jeux vidéo, le fait que l'extrême droite pardon, soit en train d'infiltrer le secteur depuis bien des années, et que ça a aussi un impact sur les jeux, sur nos manières de penser, etc. Le fait que Trump ait gagné ces élections en 2016, le jeu vidéo a contribué aussi à ça parce qu'un de ses conseillers est réellement passé aussi par ce médium pour trouver en fait des gamers assez malléables pour les convertir à leurs idéologies. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de résistance de mascus, d'extrémistes dans Mmh. le monde du jeu vidéo qui ne supportent pas qu'on ait un samouraï noir qui pourtant a réellement existé dans un jeu Mmh. vidéo qui se passe au Japon, ou qu'on ait une femme qui soit une héroïne dans un jeu. C'est pour ça qu'ils parlent de wokisme à outrance dès lors qu'il y a un personnage noir dans un jeu. Tout ça, tout ça représente notre société, tu Mmh. vois. Ouais. Et c'est un vrai challenge aussi au quotidien de travailler avec les studios et de leur rappeler tout ça, de mettre tout ça dans leur contexte, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de développeurs sont très frileux à l'idée de
ah bah oui, mais si je mets un personnage noir, on va me traiter de woke et tout. Moi, je veux pas ça, je veux pas prendre de risques et compagnie. Il y a des enjeux business, tu vois, derrière. Et le tout, c'est aussi de les rassurer, de leur montrer les vrais chiffres et de leur montrer que tout ce bruit-là en fond des anti-woke, c'est du bruit et c'est pas eux leur cible. Mmh. C'est une minorité surtout de personnes. La plupart des gens ont envie de voir, moi c'est ce que je veux croire, ont envie de voir cette diversité-là dans les jeux qu'on consomme aujourd'hui, rien que pour avoir plus d'originalité. Parce que les mêmes jeux de vikings où il faut aller sauver le peuple depuis un point de vue occidental, colonial, en fait, à un moment donné, on est fatigué, tu On est vois. fatigué, ce Les que mêmes j'allais dire, on est Tomb crevé. Raider, ah oui, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Les mêmes Tomb Raider, Uncharted qui vont Mmh. piller les tombes de populations dont ils ne font pas partie. À un moment donné, ça suffit, tu vois. Donc il y a Mmh. aussi besoin de, je sais pas, de ce nouveau piment, cette originalité-là, pour qu'on fasse de meilleurs jeux. Et tout ça fait partie du même combat, quoi. J'avais une question par rapport, il y a eu le The Event, il y a pas longtemps et du coup, je me posais la question de, ben, aussi de l'importance de l'engagement qui pourrait être pris par certains gros, joueurs qui ont une grosse communauté, qui sont, du coup, plutôt des hommes blancs et cetera, et qui ne font pas leur part en fait, qui, où ils pourraient le faire même d'une manière minime sur ce genre d'événement qui est ultra médiatisé, puisque même moi qui ne suis pas gameuse, je l'ai vu, j'ai vu des extraits, etc. etc. Je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Ah, le sujet des gros influenceurs gaming, moi, c'est un sujet qui m'attriste un peu en réalité parce que ils font vraiment partie d'une exception qui est très. C'est des personnes qui sont très très privilégiées, surtout grâce à l'audience en fait qu'elles ont beaucoup beaucoup d'audience. On a vu récemment l'influenceur Squeezie qui a fait une vidéo YouTube qui a coûté 700 000 euros pour faire une vidéo. Mm. À quelle heure t'as des sous comme ça pour faire une vidéo? Mais soit, le divertissement, ok, y a pas de souci. Et je me suis souvent posé cette question de si on avait juste telle ou telle personne, un Squeezie, un Zerator, une Magla, c'est tous ces gros influenceurs-là, qui arrivaient à mettre la lumière sur des créateurs un peu plus petits, qui font des choses exceptionnelles, mais juste qui manquent d'opportunités. Mm. Voilà. Parce que c'est ça dont on manque, c'est de l'opportunité, en fait. C'est pas, on manque pas de talent, on manque Mm. pas d'idées, Carrément. c'est l'opportunité, la visibilité. S'ils arrivaient à le mettre en œuvre, ça pourrait vraiment changer des vies. Et en fait, ils le font pas. Ils ne le font pas parce que pour eux, ils font pas de la charité en fait. Pour eux, ce sont les chiffres qui parlent avant tout. Mm. Du coup, ça veut dire qu'ils ne voient pas tout le travail et les obstacles surtout qui sont mis en place pour freiner des petits créateurs et créatrices comme nous lorsqu'on veut se lancer dans l'influence gaming, disons. Ils voient pas ça parce que pour eux, tout est question de méritocratie. Pour arriver aux Z-Events, il faut que tu aies au moins... c'est une question de statistique, en fait. Il faut que tu aies, je sais pas, 100 000 vues sur tes derniers lives, des Mm. choses comme ça, tu vois. On a une streameuse qui a beaucoup percé et qui fait partie de l'association qui s'appelle Mama Paprika, qui est une femme incroyable que j'aime beaucoup. Euh, et malgré le fait qu'aujourd'hui, tu vois, elle a beaucoup plus de visibilité, plus d'opportunités, grâce à son talent, sa personnalité, son charisme, c'est quelqu'un qui n'est toujours pas invité aux Z-Events simplement parce qu'elle n'a pas les stats, en fait. Mm. Et je me dis, Mais c'est oui. tellement dommage parce qu'on se rend pas compte. C'est pas parce que c'est une femme afrodescendante métisse qui a des opportunités, mais pour arriver à là, c'est encore un autre plafond de verre en fait. Mm. Là où d'autres streameuses blanches qui n'ont pas forcément aussi les mêmes stats, qui n'ont pas forcément, bah y arrivent. Elle est freinée aussi simplement parce qu'elle n'a pas ces fameuses stats. Et je trouve que c'est dommage finalement de ne se baser que sur ça pour faire son truc. Donc c'est aussi ça qui participe à un espèce d'entre-soi parce que bah tu invites une personne qui fait des stats, tu lui donnes encore plus de visibilité, elle va continuer de monter.
Bah oui. Du coup, en fait, c'est de l'entre-soi. En fait, c'est un cercle vicieux comme ça où, bah, du coup, moi, je vais inviter l'autre personne qui a toujours les mêmes stats, qui toujours se faire gagner de la visibilité entre soi. Mm. Et finalement, on laisse de côté le reste. Et c'est pas du tout pour minimiser ou pour diminuer l'impact des événements comme le Z-Event qui, je pense, sont nécessaires, tu vois. Mm. Mais dans leur manière de faire, bah, ils pourraient vraiment faire beaucoup mieux, ils pourraient faire plus inclusif parce que ça reste un événement, il faut le dire encore aujourd'hui, très blanc largement, Bah très oui. masculin aussi largement. C'est la plateforme la plus, je dirais, celle qui rend le plus visible en fait les inégalités dans le monde de la création de contenu geek, jeux vidéo, Twitch, etc. Quoi. Mm. C'est vraiment emblématique de ça, je trouve. Et les seules prises de parole que moi je vois passer, c'est quand il y a un drama, quoi. Quand il y a un truc vraiment où là ils vont se positionner timidement, mais par un peu obligation de se positionner dessus. Mais sinon, en dehors de ça, et juste comme tu le dis, pour de la mise en avant, pour montrer d'autres talents, moi, quand tu me dis ça, je me dirais, ben, en fait, ils prennent toutes les personnes dans Afro Gameuse et ils additionnent leur visibilité et Afro Gameuse participe à ce genre d'événement. Mm. Enfin, ce serait quelque chose qui, enfin, c'est possible. Enfin, enfin, Bien sûr, les c'est possible. éléments, ouais, c'est un choix, de toute façon. C'est un C'est choix. complètement un choix, vraiment, parce que, en plus, c'est un événement caritatif, tu Mais vois, oui, qui est censé mettre en avant la bonne cause, etc. Ok, où sont les c'est ça valeurs c'est ça derrière? que je trouve Les vraies choquant. valeurs. C'est un peu dommage, mais certains, comme d'habitude, tu sais ce que les réseaux, je suis fatiguée des réseaux, mais malheureusement, leur discours me reste ancré en tête et j'anticipe beaucoup ce que diront les réseaux. Les gens disent, faites vos propres événements, en fait, si vous n'êtes pas content. Faites vos propres Hmm. événements. D'accord, et à quelle heure est-ce qu'on va trouver des millions d'euros pour créer un événement caritatif qui arrive à ce niveau, Bah oui. déjà? Et au-delà de ça, on en a fait un. On a fait même 2 événements caritatifs, féministes, inclusifs, un événement qui s'appelle Furax, Mhm. qui a eu lieu l'année dernière et l'année, précédente, donc en co-organisation, avec Afro Gameuse et l'association, Furax. On a réussi, la première fois, je crois qu'on a récolté, plus de 70 000 € et la deuxième fois, plus de 150 000 € pour des associations féministes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les gens ont beaucoup plus d'attentes et sont beaucoup plus exigeants envers des événements qui se disent, féministes, inclusifs et cetera, qu'envers le Z-Event, par exemple. Et ça, je trouve qu'il y a une dissonance. Genre, si on veut que ce type d'événement perdure et continue d'exister, il faut au moins, tu vois, apporter un certain soutien. Euh, il faut aussi voir le travail que ce type d'événement-là fait. Aujourd'hui, cet événement, il n'existe plus. On ne le fait plus parce que les attentes étaient, je pense, bah, trop grandes, en fait. Mhm. On nous a mis une pression qui a fait qu'on a décidé aussi de lâcher l'affaire. On nous a fait comprendre qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, alors que le Z-Event fait des erreurs chaque année, mais des erreurs grosses comme et très très visibles quoi. Et il y a aussi vraiment ce truc ouais, qui finalement est assez décourageant. Donc moi, je me relancerai pas, par exemple, dans l'organisation d'un événement caritatif de la sorte parce que c'est trop. Et au final, je Mhm. préfère en rester à ce que je sais très bien faire, gérer, garder une communauté, continuer sur mes engagements et faire mon travail à côté. J'avais une question sur, et ça va être l'une des dernières puisque le temps passe très vite, euh, sur comment tu prends soin de toi. Parce qu'on sait que être militante et faire ça au Mm. quotidien, que ce soit donc au niveau de l'association, mais aussi c'est aussi ton boulot, c'est aussi ce que tu fais, enfin, tu chroniques, etc. Mais du coup, j'imagine toujours avec ton œil de militante, etc. Donc, Mm. comment tu fais pour prendre soin de toi dans tout ça, parce que ça doit être lourd au quotidien. Ouais. Oui, bah c'est comment dire, c'est beaucoup de hauts et de bas aussi, hein, toutes ces aventures-là. Moi, je parle beaucoup en ligne sur les réseaux, mais je parle très très rarement de mes difficultés et compagnie. Je sais qu'il faudrait que je le fasse plus pour aussi parler des réalités
le fait de travailler sur des communautés comme ça. Pour prendre soin de moi, aujourd'hui, c'est vraiment moi, ce qui me fait du bien, c'est mes proches. Donc j'essaye, je le fais pas autant que je le voudrais, mais vraiment de voir ma famille, mes frères et sœurs, c'est le plus important pour moi, donc passer du temps avec eux. C'est comme ça que je me recharge, en fait. Quand, Mmh. voilà, grosse semaine, fatigue et compagnie, hop, je vais voir ma famille, je vais voir mes proches, je passe du temps avec eux. Hem, je suis en couple aussi, donc ça et récemment, on a emménagé ensemble. Ça aide aussi, je pense à parfois enlever ce poids un peu de la solitude, le fait de Mmh. savoir que en rentrant à la maison, il y a quelqu'un qui nous attend. C'est des choses qui m'aident beaucoup. Donc c'est vraiment le contact avec mes proches. Et sinon, moi je suis une geek, hein, donc j'adore la pop culture, tout ça. En fait, tu sais, le jeu vidéo, ça peut être aussi une manière de prendre soin de soi. Mmh. Beaucoup de gens ne s'en doutent pas, mais il n'y a pas que du Fortnite, Call of Duty, pas que du pan-pan-pan en fait. Il y a ce qu'on appelle les jeux cosy. Donc, c'est des jeux auxquels tu joues tranquillement dans ton canapé le dimanche après-midi sous un plaid, qui sont des jeux où, je sais pas, tu vas gérer une ferme, tu vas faire des choses comme ça qui vont juste te faire du bien. Et on l'a vu pendant Covid d'ailleurs, beaucoup de gens se sont mis à jouer à un jeu qui s'appelle Animal Crossing, Oui. qui a fait le tour du monde parce que on prend soin de soi aussi en jouant à Animal Crossing, tu vois. Mmh. Et le jeu vidéo peut participer à ça pour prendre soin de soi. Et ouais, moi j'aime beaucoup, vraiment pour me détendre le week-end, c'est je me pose dans mon canapé, je regarde un dessin animé parce que bah, j'aime trop ça en fait, j'adore ça, toutes sortes d'animés qui existent. Euh, donc ouais, pour te répondre de manière succincte, c'est voir mes proches, c'est me détendre aussi avec un peu de pop culture, d'animés, de mangas que je vais lire, regarder, jouer aux jeux vidéo. Tout ça, ça participe à ça. Et aussi, bien évidemment, faire du sport. Ça, j'essaye de m'y mettre un petit peu plus cette année parce que, bon, la geek en moi qui reste assise devant un PC toute la journée, ça suffit des fois. Donc voilà, c'est tout ça à la fin. OK, OK, super. On arrive aux 2 dernières questions. Avant, je voulais quand même m'assurer que, on n'avait pas omis un sujet ou un message ultra important que tu voulais passer et sur lequel on est passé à côté parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, le message que je voudrais faire passer, je sais il est pas forcément partagé par tout le monde, disons. J'ai une anecdote, c'est que cette semaine, là, tu vois, c'est très récent. Cette semaine, j'ai fait une chronique avec la chaîne Histoire Crépue, qui vulgarise le décolonialisme et l'histoire en fait de la colonisation en France. Et donc, on était sur un plateau. J'ai fait une chronique sur un personnage de jeu vidéo qui est sorti récemment dans le jeu Tekken. Je faisais de l'analyse du perso et en gros, je disais que c'est un personnage qui a le mérite d'exister, mais que les femmes malgaches, puisqu'elle était censée représenter le pays Madagascar, je disais que les femmes malgaches méritaient mieux que ça en termes de représentation. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que sur les réseaux, la communauté Histoire Crépue, qui pourtant, je pense, est largement afrodescendante, Mmh. n'a pas supporté cette critique du personnage de Mia Rizzo, personnage de Madagascar. Et en fait, ça m'a rappelé des choses que je savais déjà, mais qui se sont recristallisées à ce moment-là. C'est que, déjà, on ne touche pas aux jeux vidéo pour les hommes. Les jeux vidéo pour les hommes, c'est sacré. C'est pour ça que la critique était si difficile à entendre. Parce que les commentaires que j'ai reçus, c'était quoi? Elle sait pas de quoi elle parle. Elle a jamais joué à ce Mmh. jeu vidéo-là. Elle connaît pas. Oulala, là, ça va trop loin. Oulala, tous les personnages sont sexualisés dans ce jeu, c'est n'importe quoi. L'analyse tombe à côté de la plaque, c'est pas intéressant. Il vaut mieux. Tu vois, tout ce type de commentaires-là. Et je me suis vraiment rappelé, ah oui, c'est vrai, c'est des hommes. C'est vrai que ce sont des hommes. Je parlais pourtant d'un personnage qui avait à peine 18 ans et qui était sexualisé à souhait, qu'on a essayé de faire correspondre à des canons de beauté occidentaux alors qu'elle est malgache et compagnie. Des choses qui me paraissent logiques. Je pensais que la communauté aussi était plutôt déconstruite, tu vois, quand même sur pas Mmh. mal de choses. Si tu suis Histoire Crépue, c'est que tu as Ouais, quand même un ouais. certain niveau. Et bah, pas du tout. Et ça m'a marqué et ça a cristallisé toutes ces choses-là en soi. Et ce que ça m'a rappelé surtout, c'est que les gens sous-estiment beaucoup l'impact qu'ont les représentations dans nos médias, dans les choses qu'on consomme.
il le sous-estime et surtout, il ne l'analyse que très rarement. Quand c'est fait dans un film, on va pouvoir un peu plus, ça se comprend un petit peu plus, en fait, quand il s'agit d'un film, c'est plus propagé, je dirais, c'est un peu plus, habituel. Mmh. Mais comme le jeu vidéo est tellement pas pris au sérieux, c'est tellement pas un média que les gens connaissent réellement ou que on pense toujours encore, tu vois, c'est juste un jeu. Ça, je l'ai beaucoup vu dans les commentaires aussi. Et je me suis dit, il faut vraiment que les gens commencent à se rendre compte euh, que ce qu'on nous donne en termes de représentation, souvent on nous donne des miettes. Et en fait, on oublie du coup qu'en fait on est en train de nous donner des miettes. Et alors on Mmh. n'ose pas réclamer plus. Juste parce qu'on a un personnage, le premier personnage africain, on nous le donne là et on nous dit tenez, prenez, c'est trop bien. Les gens vont se dire ah bah c'est bon, soyons contents, on a un personnage africain. Bah Mmh. ouais, mais je veux pas avoir n'importe quel personnage africain, moi. Beh Je veux oui. un personnage africain qui nous représente de manière digne, de manière réfléchie, de Mmh. manière complexe, parce que on n'est pas, en tant que femme de Madagascar, tu vois, si je dois parler en leur nom, elles ne doivent pas se résumer à une jeune fille de 18 ans qui imite les animaux pour faire ses arts martiaux, qui a une fleur de vanille dans les cheveux, les seins à l'air en bikini, et qui ressemble à tous les autres personnages du jeu. Non, j'ai envie de voir quelque chose de mieux et je suis en droit de le réclamer, en fait. Donc aujourd'hui, moi, mon objectif, et c'est ce que je suis en train de mettre en place, c'est je monte en fait une émission qui s'appelle Disculture, qui va justement d'une part discuter de l'impact de la pop culture et des représentations de la pop culture sur nous. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des invités qui vont nous raconter avec quoi est-ce qu'ils ont grandi comme représentation, comment est-ce que ça a pu les impacter aussi dans leur trajectoire de vie, leurs décisions, leur mentalité. Et de l'autre côté, choisir une œuvre qu'on va analyser ensemble, parce que je pense Mmh. que on manque encore beaucoup d'éducation et d'information, tu vois, dans l'analyse des médias et des représentations. Et c'est quelque chose que j'ai envie de démocratiser un petit peu avec mon émission Disculture qui va arriver, donc du coup, sur la chaîne Histoire Crépue prochainement. Et j'espère que ça va participer à montrer aux gens que voilà, il faut pas accepter tout ce qu'on nous donne et surtout qu'il faut avoir un œil critique sur les médias qui nous représentent. Excellent. Ben, hâte de découvrir cette nouvelle émission. Top. Sur les 2 dernières questions, c'est des questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce que tu as des ressources, quel que soit le format, à partager aux auditeurs et aux auditrices? Des ressources sur... Du coup, des ressources par rapport à tes sujets, par rapport justement, bah, comment ils pourraient être, enfin, ils pourraient creuser un peu plus les sujets dont on vient de parler. Oui, bien sûr. Alors, déjà sur le site d'Afrogameuse, si vous avez envie de découvrir des streamers, des streameuses afrodescendantes et des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, rien que pour prendre la parole ou pour travailler ensemble, sur le site d'Afrogameuse, on a une page qui s'appelle Elles font le game. Et en fait, c'est une liste de streameuses et de professionnels du jeu vidéo que les gens peuvent contacter. Vous pouvez aller voir leur profil, vous pouvez collaborer directement avec elles. Ça, je trouve que c'est toujours très intéressant, c'est important. Toujours sur le site, on a une page qui présente justement une liste de ressources. C'est de la documentation, que ce soit des vidéos, des podcasts, des articles, qui vont permettre justement d'aller s'informer sur, bah, par exemple, les représentations ethniques dans les jeux vidéo. Comment est-ce qu'on représente aujourd'hui les personnages arabes dans les jeux vidéo? Bah, spoiler, c'est des terroristes. Comment est-ce qu'on représente les personnages noirs? Comment est-ce qu'on représente les femmes, les personnes asiatiques? Donc vraiment des ressources sur la diversité ethnique, parce que c'est un sujet tabou, non abordé encore aujourd'hui en France. Donc c'est moi personnellement qui ai fait cette page-là et je trouvais que c'était très très important. Je vous dirais d'aller aussi sur nos réseaux Instagram, parce qu'on partage pas mal d'actualités qui nous ressemblent. J'aime bien dire d'actualités qui nous ressemblent aussi là-dessus. Sur mon compte Invincible Jane, moi, tout ce que je fais est lié au gaming, tu vois, aujourd'hui, il faut croire que je suis dédiée à ça. Donc, j'essaie de parler aussi, tu vois, de l'envers des décors. Je participe à des événements, je fais des interviews. Donc, tous ces insights-là, je les partage aussi beaucoup sur mon compte Instagram et un petit peu TikTok, où je préfère un peu m'amuser sur TikTok. Et puis, si ça vous intéresse, il y a aussi des médias comme Black Girl Gamers,
qui est un peu l'équivalent d'Afrogameuse aux États-Unis, qui poste aussi des choses très très intéressantes. On n'est pas du tout les seuls à prendre ce sujet à cœur là. Les seuls en France, oui, mais à l'étranger, non. Et c'est toujours intéressant parfois de voir comment ça se passe en fait à l'étranger sur ces questions-là. Voilà. Abonnez-vous peut-être sur notre chaîne Twitch parce que lorsqu'on fait des événements, qu'on a des prises de parole, etc., on le fait beaucoup en live sur Twitch et c'est bien d'avoir des témoignages de personnes qui vivent en fait tout ce que je t'ai raconté là. Pas que moi, voilà, il y a pas que moi qui vis ces choses-là, on est plusieurs et vous allez pouvoir les découvrir là-dessus aussi. Et si je peux terminer, on fait un événement le 29 novembre, donc fin d'année là, très très prochainement, qui s'appelle Game Changers et c'est un événement professionnel en fait, qui est dédié aux personnes qui travaillent dans le jeu vidéo et les personnes qui souhaitent travailler dans le jeu vidéo. L'idée c'est d'avoir une journée de conférences, de tables rondes pour venir parler de comment est-ce qu'on fait des jeux plus éthiques, comment est-ce qu'on inclut les gens, comment est-ce qu'on représente notre société. On va parler d'écologie aussi, on va montrer des exemples de personnes qui ont fait les jeux et qui racontent leur expérience. On va parler de parcours pour y arriver aussi, donc c'est tout ça à la fois. Et donc ce sera le 29 novembre à l'école 42. Il faudra s'inscrire, c'est un événement qui est payant. Il faudra s'inscrire depuis notre site. Donc j'invite toutes les personnes qui sont curieuses du secteur à nous rejoindre ce jour-là. Très bien, on mettra tous les liens dans la description pour découvrir tout ça. En tout cas, il y a de quoi faire. Et ma dernière question, c'est qui tu verrais à ta place dans le podcast pour parler inclusion, diversité, que ce soit dans son métier ou dans ses activités annexes, peu importe. Oula, j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que je verrais participer à ce podcast sur les sujets inclusion? Je connais que des gens du gaming, moi, en plus, hein, donc c'est ça mon problème. C'est que je sorte un peu de ma niche. La première personne qui me vienne en tête, là, c'est Caroline. Caroline Chavier de The Alliance. Je sais pas si tu connais. Non. Non, ben je te passerai son LinkedIn, ses infos, qui est une personne incroyable que on se connaît aussi depuis que je me suis lancée dans les aventures afro-gameuses et qui nous a pas mal aidé et qui travaille sur les sujets de recrutement tech. Donc en fait, elle fait du sourcing pour les boîtes en recrutant dans la diversité. Et voilà, très très inspirante. Elle a aussi créé un groupe à l'époque du Covid ou bien avant qui regroupe les femmes de la tech et qui fait nombre de choses incroyables depuis, donc je la recommande. Trop bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté, expliqué. J'avais encore plein de questions sur comment t'es devenue journaliste, etc., etc. J'avais plein de trucs, mais trop de choses à dire. Beaucoup de choses, Bah hein. oui, Il nous mais faudrait une journée. c'est ça. Mais du coup, avec tout ce qui se passe sur les réseaux d'Afrogameuse et sur le site, continuer à découvrir ce que tu fais et avoir toutes les actions que tu mets en place avec l'association et les personnes qui y sont. Donc merci encore pour ta venue sur le podcast et pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci, à bientôt. À bientôt, bye.